Bonjour Michael Goul. Bonjour. Merci d'avoir accepté ces petites interviews. Vous avez commencé la poésie quand? Oh là, c'est une très vieille histoire. J'écris depuis l'âge de 4 ans. 4 ans? Oui. C'est un peu une légende familiale. Nous sommes dans la Guinness, l'école de Guinness. Oui. Non, vraiment savoir que c'est ce que je voulais faire, d'écrire des poèmes. C'est depuis, je sais, plus d'une cinquantaine d'années. Oui. J'ai publié des premiers textes en revue, j'avais 16 ans. Oui. Donc ça fait longtemps que je côtoie l'univers de la poésie, l'univers de l'édition, l'univers des revues aussi. Et puis je ne compte pas m'arrêter de sitôt, sauf si tout d'un coup je suis surpris par je ne sais quoi. Et premier recueil publié? C'est 19 recueils, le premier c'est 1976. C'était quelle édition? Le titre c'était Job, Mélusine, travaillé par le corps de Sappho. C'est un éditeur qui existe toujours, Ah oui. qu'on trouve là, c'était les éditions de la Tanor, Jean-Luc Maxence. Ah oui, je l'ai déjà filmé, c'est une des dernières vidéos, c'était sur lui. Voilà, c'est Jean-Luc Maxence qui a publié mon premier livre. Comment vous écrivez et construisez vos poèmes? Est-ce que vous avez une approche poétique? Je sais pas, c'est une discipline d'abord de travail. C'est une discipline quasi quotidienne, même si là je suis dans une période néfaste. Ce sont toujours les mots, j'ai pas d'idée. C'est la langue qui me porte, qui induit un rythme. Un mot va induire un rythme, et puis je vais me mettre à écrire. Et souvent, je retravaille. Mais quand je dis je retravaille, ça peut être uniquement retravaillé dans la tête, c'est pas nécessairement sur le papier. Même avant l'écriture, il faut véritablement que je sasser et ressasser les mots pour que quelque chose advienne. Et les auteurs qui vous ont marqué? Oh là, il y en a beaucoup. Depuis la plus haute antiquité jusqu'à aujourd'hui. Disons que deux poètes ont été décisifs, je pense, pour moi. Un, Arthur Rimbaud. Deux, Paul Celan. Voilà. C'est vraiment les poètes qui ont compté. Après, il y en a plein d'autres que j'ai lus, relus. Jules Laforgue, que j'aime beaucoup dans les anciens. Dans les contemporains, je trouve qu'il y a beaucoup de bons auteurs intéressants. J'ai la chance de pouvoir lire dans d'autres langues que le français, donc je vais véritablement piocher dans d'autres littératures aussi. Je lis l'italien, j'arrive à lire un peu l'espagnol, je lis l'anglais et l'allemand. Donc c'est ce champ des langues qui m'est nécessaire. Sans doute parce que ma mère, quand j'étais enfant, me lisait beaucoup, me récitait des poèmes dans d'autres langues que le français. Qu'est-ce que vous pensez de la poésie actuelle francophone? Je ne sais pas ce que ça veut dire la poésie actuelle francophone, parce qu'il y a beaucoup de poètes, et beaucoup de poètes, je trouve, d'extraordinaire qualité. La francophonie, c'est pas seulement l'Hexagone, c'est aussi les gens au Luxembourg, c'est la grande Annie The Colts qui vient de disparaître, par exemple, au Luxembourg, mais c'est la Belgique, c'est Québec, bien sûr, j'ai beaucoup d'amies québécoises, très grandes poètes. Je trouve que la poésie est très vivante aujourd'hui, très vivante. Et avec une chose absolument magnifique, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui enfin ont accès à l'édition, accès à la parole. Et ça, c'est très important parce que la France était en retard par rapport à des pays comme l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne. Je trouve que la présence des poètes femmes était beaucoup plus rare. Et là, l'équilibre se refait. La traduction.
Ah, ça, pour moi, c'est fondamental. C'est fondamental, c'est une vieille histoire d'ailleurs, parce que j'ai en mémoire quelque chose qui m'avait été dit par un monsieur qui s'appelait Pierre Segers, qui m'avait dit, quand on veut écrire, il faut commencer par lire les poètes de tous les temps, lire ses contemporains. Et puis, il m'avait écrit, j'avais une quinzaine d'années, il m'avait dit, faites des traductions. Vous avez la chance d'être lycéen, vous apprenez d'autres langues que la vôtre. Hein. Essayez de lire les poètes et de les traduire. La traduction vous enrichira toujours. Je pense que de toute façon, écrire, c'est toujours traduire. Il y a le titre d'un magnifique livre de Joël Bousquet, auteur disparu, il y a longtemps déjà. Joël Bousquet disait « traduit du silence ». De toute façon, la première chose, c'est effectivement ça. L'écriture est une traduction de cette langue qui est le silence. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les autres, pour les gens? Même s'ils ne le savent pas, oui. Même s'ils ne le savent pas. Je suis convaincu qu'il y a en chacun d'entre nous un rapport à la poésie. D'abord, c'est la première langue que nous apprenons. Ah oui, ça aussi. Les gens l'oublient, mais nous avons accès au langage par la poésie, à travers les comptines, les berceuses, que chantent les mères particulièrement. C'est véritablement ça, la naissance du poème. Et la naissance au langage passe par la poésie. Vous venez depuis presque le début au marché de la poésie, je suppose. Oui, je crois que je suis venu dès le début. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu Je sais pas. vos impressions? Pour moi, c'est un lieu fondamental. D'abord parce qu'on trouve des éditeurs, on trouve des poètes, on rencontre des gens, des lecteurs. Et c'est une espèce de rendez-vous annuel, pour moi, absolument nécessaire. Avant, j'habitais Paris, je venais. Maintenant que je n'habite plus Paris, je viens quand même. C'est une des raisons pour venir à Paris. Comme un pèlerinage poétique, on peut dire. Absolument. Merci beaucoup, Michael. Merci. Dans la fuite des mots, dans la fente des mots, dans la feinte des mots, dans l'attente des mots, dans la teinte des mots, une lettre de sable. Le livre est arrêté dans chaque blanc du livre, s'achève dans chaque signe qui le ponctue, se meurt dans chaque lettre qui le tue. Chaque mot y épelle un visage, une bouche, les lèvres qui sont l'absolu hors du livre. Un pain à l'endroit, un pain à l'envers, le même pain pour la victime et le bourreau. Un violon, un violoncelle, une contrebasse, inventaire des berceaux de l'enfant de Shlomo et Rhapsodie, un landau, un caveau. La flamme ne brûle pas pour jalonner la terre, pour marquer des possessions. La vitre tremble ou vacille, le face-à-face, visage irréconciliable, la flamme pour se taire. Merci beaucoup.